Le Sukhoi S-70 Okhotnik, le nouveau drone de combat furtif russe, n'était pas censé rester un mystère. Il était censé être en service, ou du moins sur le point de l'être. Je veux dire, peut-être, possiblement, sans doute. Ils avaient présenté le prototype, beaucoup médiatisé son vol en formation avec un Su-57, longuement parlé des essais d'armement, des livraisons en série et des futures dates d'entrée en service. Et pourtant, ici, maintenant, en l'an de grâce 2026, non, il est introuvable. À la place, le S-70 est coincé dans une sorte d'entre-deux. Ce n'est clairement pas un truc en carton monté à la va-vite, juste pour la propagande. C'est manifestement un objet réel, authentique, mais aussi quelque chose qui ne cesse de rencontrer obstacle après obstacle. Des obstacles qui incluent mais ne se limitent pas à devenir complètement incontrôlable et devoir être abattu par son propre camp. Alors qu'est-ce qui se passe exactement avec ça? Quand le verrons-nous réellement en action? Le verrons-nous un jour vraiment en action en fait? Ou bien s'agit-il seulement d'un autre projet de défense russe où des ingénieurs conçoivent quelque chose d'incroyable que le Kremlin ne peut pas financer? Ce qu'est réellement le S-70. Le Sukhoi S-70 Okhotnik, Okhotnik signifiant chasseur en russe, n'est pas simplement un drone très grand et à l'allure très sophistiquée. C'est un véhicule aérien de combat sans pilote, ou UCAV. En bref, c'est une catégorie de drones réutilisables, opérant depuis une piste et dotés de divers capteurs et dispositifs de surveillance. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est armé. Même parmi les drones armés, cependant, le S-70, du moins tel qu'il est présenté, va un peu au-delà de l'image stéréotypée qu'on en a. Parce qu'on parie que c'est ça que le terme drone armé évoque dans votre esprit. Le drone américain conçu et fabriqué par General Atomics, le MQ-9 Reaper, ou peut-être son grand frère, le MQ-1 Predator. Si vous êtes d'un âge où 6-7 n'est drôle que parce que c'est à 2 chiffres du nombre 6. Plutôt que, en fait, on ne sait pas vraiment ce qui perturbe autant les zoomers. Et le Reaper, spécifiquement la variante A, mesure 11 mètres de long, 20,1 mètres d'envergure, et a un poids vide de 2223 kg, exactement. Le S-70, selon des sources russophones. Des sources tierces, je précise, car nous n'avons rien trouvé d'officiel concernant les statistiques. Il est donné pour 14 mètres de long, 19 mètres d'envergure, et un poids vide de 14 780 kg. Discutable dans les détails, certes. Vu les photos de l'appareil à côté d'autres objets servant de repère, ça semble correct, non? Vous voyez ce qu'on veut dire alors? Comme on le dit, c'est un peu plus que l'image stéréotypée d'un drone armé. Ensuite, il y a sa forme, une aile volante. Et si vous vous demandez, cela désigne simplement un avion à voilure fixe, sans queue, qui n'a pas de fuselage défini. Mais vous ne vous posiez sûrement pas la question, vous regardez Megaproject. Après tout, vous connaissez les avions. Mais oui, tout se confond en une masse indistincte. Plusieurs raisons peuvent pousser quelqu'un à vouloir un avion de cette forme. La traînée, par exemple, est réduite avec une aile volante, car seule une petite partie de la structure est exposée à l'air, ce qui augmente l'endurance en diminuant la consommation de carburant. Mais pour les Russes, l'essentiel avec cette forme était de rendre le S-70 furtif. L'avantage secondaire importait peu. Et pour résumer rapidement, la furtivité des avions ne consiste pas à les rendre littéralement invisibles à l'œil nu, mais à les rendre invisibles au radar, ou du moins à essayer de le faire. Le radar envoie des ondes radio dans le ciel, attend leur rebond sur un objet, puis les récupère. En connaissant leur vitesse, on détermine la distance de l'objet selon le temps qu'elles mettent à revenir. Sur un avion conventionnel, elles peuvent rebondir sur de nombreux éléments, empennage, pylônes d'armement, etc. Une aile volante, en supprimant les parties saillantes, réduit la quantité d'éléments sur lesquels les ondes radio peuvent rebondir, diminuant ainsi sa détectabilité au radar, ou sa section efficace radar, comme on l'appelle dans le métier. D'autres mesures existent pour la réduire, mais nous les verrons plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur les principes fondamentaux du design du S-70 que nous venons d'aborder. Passons à la suite. Le long chemin de la Russie vers un véritable drone de combat. Et maintenant, un peu de contexte. Parce qu'en réalité, la Russie a une histoire bien plus longue avec les drones que beaucoup ne l'imaginent au premier abord. Ici, il s'agit de véritables drones, grands, très coûteux et conçus pour cela. Pas des petits modèles commerciaux ou FPV devenus synonymes de la guerre en Ukraine. En réalité, cette histoire concerne surtout l'Union soviétique, pas la Russie, dès les années 1970. L'Union soviétique construisait des appareils comme le Tupolev Tu-141 Strela et le plus petit Tu-143 Race, tous deux des drones de reconnaissance rapide à réaction, lancés depuis des véhicules au sol, puis récupérés au sol par parachute, une fois leur mission accomplie. Et même s'ils étaient des prouesses technologiques impressionnantes à l'époque, le 143 ayant été introduit en 1976
et le 141 en 1979, ils étaient clairement représentatifs de leur époque. Principalement dans le sens où ils étaient entièrement préprogrammés. On programmait un itinéraire avant le lancement, on le laissait partir, puis on le récupérait à son retour. Impossible de le diriger ou de corriger en vol, aucune intervention active. Ces drones n'étaient pas non plus une capacité propre à l'Union soviétique. Les États-Unis, par exemple, avaient leur famille RAN 5A et le Lockheed D-21 introduit respectivement en 1952 et 1969. Tous deux étaient également des unités préprogrammées, le dernier suivant simplement son itinéraire à plus de Mach 3. Après la chute de l'Union soviétique, la Russie indépendante n'a rien fait. Du moins pour un temps. Pendant que les États-Unis poursuivaient leur avancée, déployant le Predator comme drone de reconnaissance à longue endurance dans les années 90, puis l'armant en 2001 pour créer le MQ-1 armé. La Russie, ce pays brisé, à peine capable de tenir debout, véritable enfer à l'époque, n'avait ni les fonds ni l'envie de faire de même. Elle a plutôt utilisé ses maigres fonds pour garder l'essentiel en fonctionnement. Chasseurs, bombardiers stratégiques, chars, porte-avions, etc. Puis vint 2008 et la guerre avec la Géorgie. Ce fut une victoire écrasante pour les Russes qui n'a duré que 5 jours et qui, en général, représentait tout ce qu'ils espéraient plus tard pour l'Ukraine. Mais les Géorgiens disposaient de quelques drones modernes, en particulier des modèles de reconnaissance Hermes 450 fabriqués en Israël. Et certes, les Russes pouvaient les abattre, comme l'a démontré celui descendu par un MiG-29 le 20 avril. Mais le fait restait qu'ils n'avaient tout simplement pas de système équivalent qui leur soit propre. En novembre, le chef d'état-major russe, le général Nikolai Makarov, a exposé leur solution au comité de défense du Parlement, déclarant « L'état-major général a décidé que « Nous n'avons pas encore ces avions de reconnaissance sans pilote, mais nous les achèterons à Israël dans les 2 à 3 prochaines années. » Et effectivement, ils l'ont fait, en achetant des Searcher 2, des Bird Eye 400 et des iView MK150, ce qui leur a permis de prendre une longueur d'avance dans leur capacité de reconnaissance moderne. Mais aucun d'entre eux n'était un UCAV. Les drones achetés ne faisaient qu'observer, ils ne tiraient pas. Cet effort, pour des raisons jamais précisées dans nos sources, serait finalement national. Cela a finalement donné naissance au Forpost R, présenté et testé publiquement vers 2019, avec des livraisons signalées en 2020. L'Orion, un équivalent vague du Predator, dont un premier lot a été livré pour des opérations d'essai en 2020, et l'Altius, qui n'a toujours pas dépassé le stade du prototype. En fait, même les 2 premiers ne sont réellement entrés en service qu'au sens abstrait, avec seulement un petit nombre mal documenté de Forpost R et d'Orion, censés être en service au moment de cette vidéo. Et pendant que tout cela se passait, en arrière-plan, ils travaillaient pour atteindre l'objectif ultime, un drone furtif. MiG travaillait en réalité sur cette idée depuis un certain temps, avec son projet SCAT, qui signifie ray en russe, par requin, lancé en 2005 avec une maquette grandeur nature finalement présentée au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Moscou en 2007. Cependant, rien n'en est jamais sorti. Il n'y avait pas d'argent pour cela, ni en interne, ni de la part du Kremlin, et le projet a donc fini par tomber à l'eau. On ne sait pas exactement quand. Cependant, les recherches requises sont restées inutilisées. Lorsque Sukhoi a obtenu le premier contrat au Khotnik en 2011, il ne s'agissait que de concepts et de conception préliminaires, pas de production. Les recherches ont été relancées. Le ministère de la Défense a officialisé les exigences techniques en avril 2012 et MiG a rejoint le projet plus tard cette année-là. Puis, après 7 longues années, en 2019, nous avons enfin pu voir ce qu'ils avaient préparé. Le premier prototype. Et pour être honnête, ils ont vraiment conçu un véritable avion. On peut avoir l'impression qu'on a placé la barre très bas, et c'est parce que c'est effectivement le cas. Après tout, il s'agit d'un programme aérospatial russe dont nous parlons. Franchement, c'est une surprise inattendue quand l'un d'eux arrive même à cette étape. Où est le Yakovlev Yak-201, ce chasseur furtif à décollage et atterrissage vertical sur lequel il travaillait ? Eh bien ne t'en fais pas pour ça. Alors, où est le Sukhoi KR-860 ? L'équivalent russe de l'Airbus A380 sur lequel ils ont travaillé un moment. Qu'en est-il du KR-860 ? Nous ne nous en souvenons pas. Et en plus, où est le Sukhoi Gulfstream SS-21, ce jet d'affaires supersonique qui nous avait fait miroiter ? Eh bien oui, nulle part. Voilà, donc tu comprends l'idée. L'industrie aérospatiale russe, en général, c'est beaucoup de bruit pour rien. Mais pour le S-70, peut-être que c'était un jour exceptionnel, ou qu'un cochon volait au-dessus de Moscou ce jour-là. Parce que cette fois, ils sont vraiment allés jusqu'au bout. Car, voyez-vous, le concept de design a été dévoilé en 2019 au Salon international de l'aviation et de l'espace.
Puis le 3 août de cette année-là, il a volé, restant en l'air pendant plus de 20 minutes, sous le contrôle d'un opérateur au sol, effectuant plusieurs tours de l'aérodrome à environ 600 mètres d'altitude, avant d'atterrir avec succès. Derrière chaque méga projet se cache un investissement massif, ce qui nous amène au sponsor d'aujourd'hui, Mintos, une plateforme d'investissement où vous pouvez commencer à investir avec seulement 50 €. Mais avant de vous en dire plus, démystifions 2 idées reçues courantes sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses dictées par l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont complexes et inadaptés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple, gagner un revenu régulier sans dépendre des fluctuations du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description. Commencez à investir dès aujourd'hui avec Mintos. On peut dire qu'il avait plutôt fière allure, non ? Selon tous les critères observables, un véritable prototype authentique, légitime et sérieux. Sauf que, oui, pas tout à fait. Certains petits détails ressortent dans cette première version lorsqu'on zoome et regarde attentivement. Commençons par l'arrière. Les avions furtifs font généralement tout leur possible pour garder les parties chaudes lisses et ainsi éviter qu'elles n'accrochent le radar. Le B-2 Spirit, par exemple, a ses échappements enfouis dans le fuselage, et le F-22 utilise des tuyères triangulaires à angle droit. Et le prototype S-70, eh bien ouais, d'énormes vieilles sorties rondes conventionnelles qui dépassent, ce qui n'est pas terrible. Sans parler du fait que rejeter la chaleur directement à l'arrière comme ça, sans aucune tentative de masquer ou d'atténuer le pire, c'est un véritable aimant pour les missiles à guidage infrarouge. Ensuite, il y a le train d'atterrissage, qui n'est jamais rentré à aucun moment dans les images diffusées par le Kremlin, sans parler du fait que tout le fuselage est bosselé et irrégulier, recouvert de toutes sortes de capteurs. Maintenant, il y a 3 interprétations possibles ici. Premièrement, il est évident qu'il s'agissait d'un prototype, et tous ces problèmes seraient réglés lors de la production du modèle final. Deuxièmement, que cet engin était juste un tas de ferraille fait pour bien paraître à la caméra. Et troisièmement, une position entre la première et la deuxième option. À l'époque, en Russie, il était presque impossible de savoir laquelle était la bonne. Seul le temps le dirait. Le rêve de l'ailier fidèle. Alors une petite question pour vous. À quoi sert réellement le S-70 ? Parce qu'on ne vous l'a pas encore dit, n'est-ce pas ? Pas vraiment en tout cas. À part des commentaires vagues disant que c'est un UCAV ou un drone de combat. Et c'est une question qui a une réponse intéressante, parce que quand vous imaginez un UCAV, vous pensez probablement à un Predator ou un Reaper, comme toujours, planant tranquillement dans le ciel, tirant sur des cibles au sol. Mais quand avons-nous, ou qui que ce soit, réellement dit que les cibles au sol étaient les seules qu'un UCAV, un véhicule aérien de combat sans pilote, ne l'oubliez pas, pouvait frapper ? Nous ne l'avons pas fait, et en effet, le S-70 ne fera pas seulement des cibles au sol. Ou du moins, il n'est pas censé le faire. Selon la United Aircraft Corporation, société mère publique de Sukhoi, le S-70 est conçu pour engager des cibles aériennes et terrestres via une interaction en réseau avec le chasseur Su-57 russe, réalisant diverses missions sous le commandement de l'appareil principal piloté. L'idée cependant n'est pas que les pilotes du Su-57 pilotent eux-mêmes le S-70 via une sorte de dispositif de contrôle auxiliaire, mais qu'ils suivraient l'appareil de tête et rempliraient ses missions de façon largement autonome, maîtrisant les bases des formations, de la navigation, des déplacements et de l'engagement, et décidant lui-même de ses actions. Basé en partie sur les données qu'il collecte lui-même, mais aussi sur celles que le Su-57 en tête lui transmettrait automatiquement. Cependant, le pilote du Su-57 peut aussi le diriger lui-même, mais à travers des instructions générales, sans avoir à trop réfléchir à des cibles précises. Le S-70 décidant alors de la meilleure façon d'exécuter ses directives de sa propre initiative.
On parle de vol ici, cherche là, surveille là-bas, détruis ça. Je veux dire, des instructions vraiment générales. Si cela vous semble être quelque chose de vraiment révolutionnaire, eh bien, ça l'est. Et la Russie n'est pas seule à poursuivre cette idée. Boeing, en Australie par exemple, travaille actuellement sur le MQ-28 Ghost BAT pendant que nous parlons. La Chine dispose déjà du GJ-11 en service depuis 2025, même si ses véritables performances restent inconnues. Les États-Unis ont lancé la première phase de production de leur programme d'avions de combat collaboratif, attribuant des contrats à General Atomics pour le FQ-42 et à Anduril pour le FQ-44. Alors, le S-70 est-il vraiment efficace dans ce rôle ? Eh bien, c'est difficile à dire, pour être tout à fait franc. Parce qu'en gros, toutes les informations pertinentes pour répondre à cette question proviennent du ministère russe de la Défense. Et au risque de vous surprendre, ils ne sont pas exactement ce qu'on pourrait appeler des fournisseurs d'informations justes et impartiaux. Nous savons qu'un Su-57 et un S-70 ont volé en tandem le 27 septembre 2019, comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant. Mais nous n'avons aucune idée de l'autonomie réelle du S-70. La Russie affirme cependant qu'il a passé plus de 30 minutes en vol. Il volait en mode automatisé, où il s'entraînait à l'utiliser pour étendre le champ radar du Su-57 en le faisant voler plus loin. Peut-on vraiment confirmer que cela s'est produit ? Pas vraiment. Nous avons obtenu ces informations du ministère russe de la Défense. Comme dit, ces gars ne sont pas très fiables. Nous pouvons cependant confirmer que d'autres essais ont eu lieu, dont un qui a mal tourné et dont nous avons appris l'existence par hasard. Cela a eu lieu le 5 octobre 2024 au-dessus de Konstantinivka, ville tenue par les Ukrainiens, alors à environ 15 km derrière les lignes de front. Des vidéos filmées depuis le sol montrent 2 avions traversant le ciel. L'appareil en retrait, généralement identifié comme un Su-57, tire un missile sur le S-70 par l'arrière, le détruisant rapidement et l'envoyant partir en vrille vers le sol, tandis qu'une fumée s'élève. La Russie n'a jamais reconnu l'incident. Pour les puristes, catégorie à laquelle nous sommes fiers d'appartenir, notez que cet incident prouve également que le Su-57 a opéré au-dessus de l'Ukraine et a obtenu une victoire air-air, même si ce n'est que de façon indirecte. Pour revenir au sujet principal, nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle le S-70 se trouvait là, si toutefois nous voulons en être absolument certains. L'explication principale, fournie par la mise à jour du renseignement d'octobre 2024 du ministère britannique de la Défense, est déductible avec un peu de bon sens, et qu'il s'agissait d'un essai de combat limité. Pourquoi aurait-on un équipement de pointe, encore en développement, près de la ligne de front ? Il faudrait vraiment être un sacré imbécile pour le mettre là autrement, et les Russes sont fauchés. Ils ne sont pas stupides. C'est une vraie différence. Tu sais quoi d'autre ? Parce qu'il a été abattu derrière les lignes de front, probablement malgré tous les efforts de l'armée de l'air russe, cela signifie qu'on a pu mettre la main sur l'un d'eux, non ? Et alors là, mon gars, ce que cette épave nous a appris sur ce qui se passe vraiment avec le S-70, c'est vraiment intéressant. Ce que nous savons. La première révélation, c'est que l'appareil qui s'est écrasé, précisément un S-74 d'après l'épave récupérée, était armé, ce qui renforce encore notre hypothèse d'essai de combat limité. Plus précisément, c'est une UMPBD D30SM qui a été retrouvée parmi les débris. Une bombe planante de précision russe assez récente et une véritable munition intelligente en plus. Capable non seulement de s'ajuster, de viser et de partir, mais aussi de se corriger de manière proactive jusqu'à l'impact. Cible programmée en plein vol grâce au guidage inertiel et satellitaire, à l'autopilote embarqué et aux surfaces de contrôle aérodynamique. La deuxième révélation a été plus compliquée. Oui, le S-70 peut avoir une forme furtive, mais du moins pour celui récupéré en Ukraine, il serait difficile de le qualifier véritablement d'appareil furtif au sens strict du terme. Parce que l'épave montre des fixations apparentes, des jonctions de panneaux abruptes, des structures mêlant métal et composite, des cavités exposées et des bords d'attaque qui, du moins après le crash, ne présentaient aucun signe évident du type de traitement que l'on attendrait d'un appareil furtif. En résumé, la furtivité consiste à ne pas renvoyer de signature radar, ce que nous n'avions pas précisé précédemment. Vous pouvez également fabriquer des surfaces avec des matériaux comme la fibre de carbone, ou les recouvrir de tels matériaux. Ces matériaux absorbent les ondes radio, les empêchant de revenir à l'émetteur et rendant l'appareil moins visible au radar. Nous pensons donc qu'il s'agissait probablement d'un prototype, conçu surtout pour valider le profil aérodynamique de la forme, les systèmes internes de base et l'intégration des armes. Pas un appareil dont chaque ligne aurait été retravaillée et lissée au nanomètre près, et dont chaque surface aurait été recouverte d'un matériau classifié pour vraiment réduire la signature radar à une fraction minuscule. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il était facile à repérer au radar. Une configuration en aile volante, à elle seule, élimine déjà beaucoup d'arêtes vives que le radar adore, et masquer la face du compresseur supprime aussi un énorme miroir pour les ondes radar.
Donc, comparé à un avion conventionnel de la même taille, disons un Su-35 histoire qu'on ait une excuse pour mettre une photo de cette magnifique machine à l'écran, il aurait été relativement plus difficile à détecter. La vraie question est de savoir si la Russie va soigner davantage la furtivité des prochaines unités, ou si c'est tout ce qu'on aura. Et sur cette question, eh bien on ne sait tout simplement pas. Il y a aussi quelques points généraux à clarifier concernant le niveau de furtivité. Des rivets visibles ne signifient pas automatiquement que l'appareil n'est pas furtif. Regardez simplement ce F-22, ce F-35 et ce J-20. Tous sont réputés parfaitement furtifs, mais comportent plusieurs rivets visibles dans leur construction. Ce qui compte surtout, c'est la manière dont les fixations, interstices et jonctions sont scellées et gérées électriquement, aspect difficile à appréhender pour les analystes en source ouverte, car les États ne partagent pas librement ces informations. Quelques précisions sont également nécessaires concernant l'intégration des matériaux absorbant les ondes radar. Ils n'ont pas besoin d'être d'une couleur particulière, ni même d'être appliqués comme une couche de finition visible. Ils peuvent être dans les joints, concentrés sur les bords d'attaque ou revêtements de conduit, ou intégrés dans les matériaux composites du laminé. Et en parlant de composite, parlons de la fibre de carbone. Nous pensons que le S-70 abattu en Ukraine en utilisait dans sa construction et que cela peut être vu sur cette photo. Mais veuillez noter l'incertitude avec laquelle nous l'affirmons, car la photo n'est vraiment pas très claire, et donc nous restons ouverts à la possibilité de nous tromper sur ce point. Concernant la fibre de carbone, elle n'absorbe pas forcément les ondes radar, contrairement à ce qu'on dit parfois. Elle peut l'être, mais cela dépend de l'orientation des fibres, de l'épaisseur, de la fréquence et de tout un tas d'autres paramètres scientifiques. Sans connaître cette composition, nous ne pouvons pas non plus affirmer que la fibre de carbone du SS-70, si elle a été utilisée, l'a été pour la furtivité. Parce que la fibre de carbone étant déjà un matériau structurel à haute résistance et faible poids, ils auraient très bien pu l'utiliser simplement pour alléger l'appareil, sans faire d'efforts particuliers pour la formuler en vue d'absorber les ondes radar. Les renseignements ukrainiens ont aussi noté un point intéressant sur les composants internes récupérés. 30 étaient fabriqués à l'étranger. Tous étaient des composants électriques, dont des émetteurs-récepteurs et des puces de commande moteur de Maxim Integrated Products, États-Unis, des microcircuits de Linear Technology Corporation, États-Unis, et des transistors d'Infineon Technology, Allemagne. Dans une certaine mesure, cela ne devrait pas vraiment être surprenant. Nous savons par exemple que le T-14 Armata, le superchar russe englué dans un enfer de développement depuis plus de 10 ans, dépendait fortement des composants apportés et que leur raréfaction n'est pas négligeable dans les retards du projet. Ce que nous ne savons pas, c'est si cette filière d'approvisionnement occidentale existe toujours clandestinement via le marché noir, ou si la Russie a réussi à trouver une source alternative pour ses composants, soit en les fabriquant localement, soit, ce qui est bien plus probable, en les obtenant de la Chine. Les deux sources sont plausibles. Mais puisque nous penchons pour l'hypothèse que le S-70 abattu au-dessus de l'Ukraine était une unité prototype, nous ne devons pas affirmer, sans preuve concrète, que ces entreprises très procédurières ont, sciemment ou non, participé à des échanges commerciaux contournant les sanctions avec la Russie. Cela reste une possibilité, bien sûr, mais puisque nous partons du principe qu'il s'agit d'une unité prototype, c'est-à-dire une construite avant la mise en place des sanctions post-invasion, ces composants ont très bien pu être acquis à une époque plus cordiale. Pour être honnête, vu qu'il ne reste qu'un tas de ferraille rappelant à peine de S-70 d'origine, c'est tout ce que nous pouvons conclure de l'accident. La refonte de 2021. Maintenant, à la suite de cela, nous devrions également jeter un œil à ce S-70 dévoilé par Sukhoi en décembre 2021, car c'est l'un de ceux-ci qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine, et non le type que nous avons examiné plus tôt. Nous parlons toujours ici de prototypes, simplement de modèles plus avancés dans le processus. Et comment savons-nous que ce sont des prototypes, vous vous demandez peut-être? Eh bien c'est simple, parce que la United Aircraft Corporation nous l'a dit lors de leur présentation. Je cite: « Le drone a été conçu par Sukhoi dans le cadre de travaux de conception expérimentale menés sous le programme Okhotnik. La présentation du nouvel exemplaire a eu lieu à l'usine VP Tchaklov de Novosibirsk. » Fin de citation. Et tout de suite, il y a aussi une énorme différence entre les deux types, parce que regardez à l'arrière. Où est le moteur géant qui dépasse tout droit à l'arrière? Vu de l'avant et des côtés au moins, on dirait qu'il a disparu, n'est-ce pas? Et en effet, c'est le cas. Admirez, profitez aussi de ces photos, parce qu'elles ont été sacrément difficiles à trouver. Les implications sont énormes, car même si nous avons dit qu'un moteur dépassant à l'arrière nuit à la furtivité, nous n'avons pas expliqué comment l'enterrer aussi profondément règle vraiment ce problème. Il existe 3 méthodes. Placer l'échappement entre les surfaces supérieures et inférieures, masque davantage le moteur des radars et capteur infrarouge situé au-dessus ou en dessous. Au lieu de regarder dans un tuyau métallique rond,
Les ondes radar font face à une ouverture peu profonde et bien protégée. La sortie plate transforme l'échappement en une nappe plus large et plus fine. Cela donne au gaz chaud une plus grande surface pour se mélanger à l'air ambiant plus frais, réduisant ainsi sa température maximale plus rapidement qu'un panache circulaire concentré. Les bords de l'ouverture peuvent être alignés avec la géométrie de l'appareil, dirigeant ainsi plus d'énergie radar loin de la source plutôt que vers elle. Donc oui, il s'agit d'une véritable amélioration en matière de furtivité, probablement la plus importante apportée à la conception, du moins de façon visible. Mais ne donnez pas aux Russes le bénéfice du doute de façon excessive ici. Parce que, eh bien oui, les choses s'amélioraient clairement, il reste encore beaucoup de questions sans réponse avant de parler d'une sorte de F-22 en cyrillique et sans pilote. Par exemple, rien ne prouve que la sortie du S-70 soit à poussée vectorielle. La seule chose qui nous permettrait éventuellement de dire que c'est possible, c'est l'image. Et c'est uniquement à cause de cette ligne, de cet espace, ou de cette décoloration, enfin appelez ça comme vous voulez, entre la sortie et le fuselage proprement dit. Ça pourrait être de la poussée vectorielle, un effet de la lumière, vraiment n'importe quoi. On ne peut rien exclure. Cependant, il faut noter qu'aucune ligne de ce genre n'apparaît sur la partie supérieure. Et en parlant de poussée vectorielle, une petite transition, le truc qui fait que ça dévie. Parce que comment ont-ils fait ça alors que le moteur était si gros qu'il dépassait du fuselage auparavant? Eh bien, ils auraient pu simplement opter pour un moteur complètement différent et plus petit, le Klimov RD5000B, l'IA 2022-25 ou le SM100, qui sont toutes des possibilités. Mais il est bien plus probable, selon nous, qu'ils utilisent exactement le même moteur, ou du moins la même base de moteur, simplement avec un peu de superflu en moins. Parce qu'au moins, d'après ce que nous avons trouvé, aucun responsable du gouvernement russe ou de l'aéronautique n'a jamais déclaré publiquement « voilà ce qu'il y a dedans ». Mais la presse russe a toujours été assez catégorique à ce sujet. C'est la L41 qui est utilisée, un turboréacteur à flux axial, également utilisé dans le Su-57 et le Su-35S, qui remonte à l'AL31, conçu dans les années 1970. Il a été utilisé dans presque tout en fait. Et cela est au moins concevable comme explication. Abandonner la post-combustion, oublier les tuyères standards à poussée vectorielle, et chercher à raccourcir et optimiser compresseurs et chambres de combustion. Nous ne voyons pas pourquoi cela ne conviendrait pas avec quelques estimations faites au jugé. Revenons aussi à la tuyère, car qu'il y ait poussée vectorielle ou non, ce nouveau design entraînera des coûts. Les moteurs à réaction produisent un flux circulaire, donc les gaz chauds sortent d'un tube cylindrique. Sans déconner. Et forcer ce flux circulaire à travers un objet aplati nécessite un conduit de transition, littéralement un composant qui fait le lien entre deux formes, taille ou orientation de flux d'air différentes. Pas idéal. Au lieu de rejeter les gaz chauds à l'arrière comme la plupart des avions à réaction, ils restent désormais dans l'appareil lors de leur passage vers la tuyère, exposant le conduit de transition. Et tout ce qui se trouve de l'autre côté est exposé aux températures extrêmement élevées des gaz d'échappement. Et c'est là que l'impression 3D entre en jeu, parce que selon les ingénieurs russes interrogés par TASS, la tuyère est imprimée en 3D. Je ne sais pas si cette méthode est efficace, mais c'est un détail intéressant. Pour être honnête, nous leur accorderons le bénéfice du doute, supposant qu'ils ne parlaient pas non plus d'une simple imprimante 3D domestique sur un bureau. Parlons maintenant du fuselage, car même s'il n'est pas encore peint, et donc pas vraiment terminé, il a l'air beaucoup plus propre que le prototype initial, n'est-ce pas? Juste pour vous rafraîchir la mémoire, le voici en 2019, et le voici en 2021. Les lignes de charnière des surfaces de contrôle de la version révisée semblent avoir été soignées, comme si elles avaient été remplies d'un matériau flexible pour une finition affleurante et non réfléchissante au radar, ou simplement faite avec de meilleures tolérances. Le nez et les bancs d'attaque présentent également de grands panneaux bleu-gris distincts du reste de la cellule. Pourquoi? Oui, on ne sait pas. Il peut s'agir de matériaux absorbant les ondes radar ou de panneaux diélectriques permettant au capteur de voir à travers. Il pourrait s'agir de sections en propriétés électriques contrôlées ou simplement peintes à la bombe pour qu'on les remarque. On n'en sait rien, mais leur emplacement est significatif. Le nez et les bords d'attaque des ailes sont les premières parties de l'appareil éclairées par un radar arrivant de face. Donc si Sukhoi devait concentrer des matériaux spécialisés quelque part, ce serait certainement à cet endroit. Il y a aussi la question de la station de contrôle au sol du S-70, à partir de laquelle il est en fait piloté lorsqu'il ne fonctionne pas de manière automatique. Car selon la United Aircraft Corporation, cela a également changé en 2021. Ils ne nous ont pas expliqué comment, ils ont simplement donné cette photo,
dit que le système était nouveau, nommé NPU-70, développé par Kronstadt grâce à l'expérience acquise sur leurs drones en Iran et en Syrie. C'est vraiment des informations très éclairantes, on le sait. Nous pourrions continuer à examiner chaque centimètre de cette version du S-70, mais ce n'est pas nécessaire, car nous avons vu le dessus et le dessous. Nous voulons surtout que vous reteniez un point clé. Ce n'est pas un simple cirque monté entièrement à des fins de propagande. Bien sûr, il y a des points d'interrogation concernant la conception ici et là, et énormément de choses que nous ignorons, mais ce que nous savons montre clairement que le S-70 est un effort sincère. Et maintenant, malgré tous les hauts et les bas qu'a connus le pays qui le conçoit, il progresse toujours, aussi lentement soit-il, vers le statut d'avion de combat sérieux. Ce qui nous amène à une question évidente. Où diable est-il ? Où diable est-il ? Parce qu'en plus d'avoir eu plus de 10 ans de communication au compte-gouttes et de séquences d'essais, une vidéo par-ci, une vidéo par-là, il était censé être en service à l'heure où l'on parle. TASS l'a rapporté en 2019, une déclaration de l'ancien vice-premier ministre, Yuri Borisov, qui disait, je cite, « La majorité des essais en vol du S-70 sont prévus pour la période 2023 à 2024, y compris dans les versions d'attaque avec différentes armes aériennes. Il est précisé que les livraisons en série de drones aux troupes commenceront en 2025. » Fin de citation. Et pourtant, rien. Il n'est pas en service et la seule situation proche d'un champ de bataille, c'est lorsqu'il a perdu le contrôle lors des essais et a été abattu au-dessus de l'Ukraine. Et ce n'est pas non plus la première échéance qui a été manquée. Parce qu'en août 2020, l'ancien directeur de la United Aircraft Corporation, Yuri Slussar, a été informé personnellement par Vladimir Poutine que le ministère de la Défense avait ordonné d'accélérer le développement du S-70, je cite, afin que les livraisons puissent commencer dès 2024. Ensuite, il y a l'autre échéance pour la production en série qui est passée, à la mi-2022 comme à la fin de 2021. Ensuite, le vice-ministre de la Défense, Alexei Krivorochny, est intervenu sur Russia 24. Il a déclaré à la nation que le système est déjà, selon lui, prêt pour la production en série dans une large mesure. J'aimerais ajouter que dans un avenir proche, nous signerons déjà un contrat de série pour la fourniture du S-70. Ces appareils sont encore des avions d'essai, mais d'ici 6 mois, nous signerons un contrat de série précédant la livraison de ces aéronefs sans pilote. Fin de citation. Vous voyez donc l'idée. Depuis plus d'une demi-décennie maintenant, la date d'introduction n'a cessé d'être repoussée encore et encore. Et tandis que Moscou, pour des raisons évidentes de fierté nationale, ne nous a jamais fourni un dossier pratique détaillant les différentes erreurs qui ont causé cela, nous pouvons extraire quelques détails des médias russes. En février 2022, par exemple, TASS a rapporté que l'usine aéronautique de Novosibirsk allait subir un programme de modernisation de 5 ans, comprenant la construction d'un nouveau bâtiment pour la production du S-70. L'investissement annoncé était de 2,5 milliards de roubles, soit environ 34 millions de dollars. Et il a également été indiqué que les effectifs de l'usine devraient augmenter de 50%. Donc en fait, selon ce calendrier, il faudrait attendre vers 2027, rien que pour que la production en série commence réellement, sans parler de la livraison et de l'entrée en service effective. Et cela ne tient même pas compte des éventuelles erreurs et maladresses en cours de route qui pouvaient encore retarder les choses. Et quant au nombre de prototypes existants actuellement, nous pensons qu'il n'y en a que 3 pour le moment. Nous disons cela à cause d'un contrat de développement de décembre 2019 qui couvrait explicitement la production de 3 prototypes volants, S-72, S-73 et S-74. Par conséquent, en supposant que le 71 était celui qui a volé devant les caméras en 2019, et que nous connaissons le sort du S-74, puis en ajoutant le fait que nous n'avons trouvé aucune preuve d'autres contrats de property comme nous l'avons dit, il est logique de penser que 3 unités existent actuellement. Ce même contrat précisait également que des essais conjoints d'État, quels qu'ils soient, devaient commencer le 1er janvier 2023 et se poursuivre jusqu'au 30 septembre 2025, avec une date limite pour finaliser la conception du standard de production fixé au 30 octobre. Et franchement, avec la perte du S-74 qui correspond à ce calendrier, ayant été abattu en octobre 2024 si vous vous souvenez, nous ne voyons aucune raison de ne pas prendre ce contrat au pied de la lettre. Et donc, nous affirmons qu'à l'heure actuelle, bien qu'aucune unité de série n'ait été produite, leur conception finale est désormais très probablement prête. En fait, intégrons cela à notre conclusion générale. Ils ont la conception, ils mettent l'usine en place, et dès que ce sera terminé, eh bien c'est parti, production. Partant de cette hypothèse, hormis ce qu'on a déjà vu dans l'épisode 2, quelles preuves physiques concrètes montrent que le programme avance ? Eh bien, grâce aux satellites espions, tout et rien, en fait. Par exemple, nous avons cette photographie de 2 d'entre eux, prise en septembre 2021, à la base aérienne d'Akhtabinsk. Tout. Mais qu'est-ce que cela nous montre réellement ?
Nous ne pouvons même pas dire que celui qui a été réexposé avec son nouveau look sportif en décembre 2021 a été correctement peint, car pour autant que nous sachions, il pourrait être hors champ avec exactement le même aspect. Rien. Et vraiment, les photos satellites, peu importe comment elles arrivent, ont tout cela en commun. Elles sont intéressantes à regarder, bien sûr, mais elles ne nous apprennent en réalité rien. Pas vraiment. Prenons celle-ci pour appuyer davantage le propos. On peut en voir un à la base aérienne d'Akhtabinsk, encore une fois en avril 2025, entouré de 6 Su-57 et de 7 appareils de la famille vaguement MiG-29, des avions soviétiques et russes qui, à cette résolution, se ressemblent tous plus ou moins. Ça ne nous montre rien de vraiment sérieux, n'est-ce pas ? On peut supposer que la base aérienne d'Akhtabinsk est probablement le site principal du programme et le lieu où les S-70 sont surtout stationnés, car ils y sont régulièrement observés. Par exemple celui-ci en mai 2029, un autre en avril 2022, celui-ci en avril 2025, et enfin celui-ci le 10 juin 2026. Dans l'espoir de trouver une autre image, nous avons aussi regardé nous-mêmes sur des images datées de septembre 2023, et nous n'avons, rien trouvé. Même pas ici sur ce que nous appelons le tarmac coquin, car c'est le seul endroit de la base où nous avons réellement trouvé des Su-57. Bien que nous soyons prêts à parier que les S-70 sont basés ici, car pour une raison quelconque, c'est pratiquement le seul hangar de taille décente sur toute la base, et la moitié des photos que nous venons de regarder les montrent égarés sur l'aire de stationnement juste devant, et c'est à peu près tout ce que nous pouvons dire pour l'instant. Nous examinons un avion prototype provenant d'un pays ennemi, en pleine guerre, rattaché à un programme que Moscou a toutes les raisons de vouloir dissimuler. On n'aurait jamais une fiche encyclopédique avec les réglages de couple et un schéma de câblage plastifié, n'est-ce pas ? Et alors que nous arrivons à la fin aujourd'hui, restons sur ce dernier point. À quel point l'histoire du S-70 est actuellement lacunaire et incomplète. Et il est important d'être explicite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de parler du S-70 et de tous les projets russes similaires. En fait, comme si le vieux Vladi les avait personnellement mis en copie lors des réunions de conception, alors qu'évidemment, non seulement il ne l'a pas fait, mais plus largement, il fait tout pour brouiller la réalité et donner une image très particulière au reste du monde. Nous n'avons que des fragments, des images d'essais, des affirmations des médias d'État, des images satellites, des débris, des échéances passées, et assez de preuves matérielles pour ne pas écarter l'ensemble. C'est pourquoi le S-70 est l'un des projets d'aviation moderne les plus fascinants, non seulement en Russie, mais aussi dans le monde. Parce que qu'en sera-t-il lorsqu'il entrera finalement pleinement en service, si jamais cela arrive ? Va-t-il nous surprendre par son ingéniosité ? Va-t-il échouer de façon catastrophique ? Ou bien sera-t-il simplement moyen, sans être vraiment mauvais, mais sans pour autant répondre à ses grandes ambitions ? Et pour résumer de façon un peu grossière, on n'en sait foutrement rien, mais ce sera intéressant de le découvrir. Merci d'avoir regardé.